La Seine, le fleuve qui passe à Paris. La métaphore du passage est plurivoque. Le passage est une forme de transit, un changement d'un état à l'autre. Un passage est souvent ce qui nous vient à l'esprit, d'ailleurs, quand on pense à la migration, passer, traverser les frontières. Mais sommes-nous certains que la politique migratoire et le droit des étrangers réglementent la position des corps dans l'espace, plutôt que, par exemple, la distance dans le temps qui sépare les individus de certaines structures institutionnelles au sein d'une juridiction? Ne dicte-t-elle pas combien de temps de vie il faudra patienter pour un passage de statut? Alors je soupçonne que ce n'est pas le mouvement, ce simple changement d'emplacement, ce fait empirique brut qui éloigne ou qui déplace les personnes des structures institutionnelles. Et dans le débat contemporain, il me semble, une pensée unique s'est imposée selon laquelle la migration serait un mouvement, un passage à travers les frontières. Nous parlons de frontières, de zones frontalières, d'espaces liminaux, lignes de front, courants, flux. Mais cette obsession pour l'espace occulte le fait que ce sont les juridictions qui déterminent qui doit être considéré comme migrant, comment, quand et où est-ce le cas. Mais les juridictions ne sont pas des lieux dans l'espace. Et le passage dont parle le fleuve est aussi le passage du temps. Pantare, tout s'écoule. Et nous devons à la tradition philosophique continentale d'avoir réfléchi justement sur l'étranger ou l'autre et de nous rappeler qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous et toujours et uniquement en transit. Nous ne pouvons pas échapper à cette dimension éphémère. C'est bien la base existentielle à partir de laquelle la philosophie de la migration ne doit pas s'écarter. Et l'idée d'un passage d'un état à l'autre dans le temps suggère également qu'il existe de nombreuses positions intermédiaires entre la personne qui est un étranger absolu et celui qui est pleinement membre de la communauté. La loi ou le droit est l'outil central que nous utilisons pour régir ce passage d'un statut à l'autre dans un flux qui est délimité dans le temps par la vie d'une personne dont le temps est régi par le droit. Je travaille une théorie de la migration et je soupçonne que le droit des étrangers n'étudie pas tellement les flux, mais plutôt de la friction. La friction, la force qui s'oppose au mouvement relatif des surfaces solides, des couches fluides, des matériaux qui glissent l'un contre l'autre. Le droit des étrangers crée ainsi des frictions dans un monde de flux. Et de mon point de vue, ce ne sont pas les flux qu'il faut expliquer, plutôt la friction. Et c'est l'infrastructure qui permet cette friction, qui permet les possibilités et qui les empêche, qu'il faudrait expliquer. Alors, nous sommes ici pour la carte blanche à discuter de la magie du droit à l'Institut des études avancées de Paris. Je suis Patricia Mindus, je suis professeure à l'Université d'Uppsala en Suède et cette année, je suis chercheuse en résidence à l'Institut des études avancées de Paris et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Brunet, professeur de droit public à l'école de droit de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Le projet qui t'amène à l'Institut d'études avancées concerne la migration et le droit. Et le phénomène migratoire est au centre de nombreux débats actuels, et particulièrement en Europe. Des débats qui sont politiques, qui sont scientifiques. Ce projet de repenser la théorie de la migration, est-ce que c'est un projet qui contribue, selon toi, à ces débats, aussi bien donc politiques et scientifiques, et alors lesquels, et comment, dans quels termes penses-tu justement contribuer à ces débats? Alors ce projet est parti d'un travail de plus longue haleine, de réflexion autour de la citoyenneté et de la migration, qui vise en fait à faire plusieurs contributions dans des champs qui sont apparemment plutôt différents, donc du droit d'un côté, de la philosophie de l'autre, mais également dans le champ multidisciplinaire
des études de la citoyenneté et de la migration. Alors brièvement, ce que je peux dire, c'est que je souhaite en fait développer une théorie philosophique de la migration qui prenne au sérieux le fait que le droit soit la technique que nous utilisons pour dire quand est-ce qu'une personne et sous quelles conditions une personne compte comme migrant ou comme ayant un statut juridique relevant du droit des étrangers. Mais pour le faire, je pense que c'est important de ne pas reposer sur les lauriers et penser que nous avons un accès épistémique immédiat ou direct à ce qui constitue ces mêmes statuts juridiques, ceux qui font de telle façon qu'ils existent, donc ceux qui les portent en existence, et on ne peut pas donc partir en fait de l'idée que nous sachions déjà ce qu'est un migrant, un travailleur saisonnier, une relation familiale, etc. Donc plutôt, ce dont il s'agit de faire, c'est, comme le font les philosophes depuis toujours, c'est de faire un pas en arrière et se poser la question de quels sont les fondements de notre connaissance en ce secteur, et commencer un petit peu à questionner certaines idées reçues. Alors, par exemple, nous pensons souvent qu'un immigré, c'est quelqu'un qui a passé une frontière. Nous pensons souvent qu'une personne avec une présence irrégulière est arrivée de façon irrégulière dans le pays. On tend à penser que la population, c'est l'ensemble des personnes dans un pays. On tend à penser que, par exemple, l'augmentation des flux migratoires ont causé la variété de statuts juridiques qu'on trouve dans le Code du droit des étrangers. Et tout ça, en fait, ce n'est que des idées reçues. Un immigré peut être né dans le pays. Il est tout à fait possible que les personnes arrivent de façon régulière et deviennent ensuite irrégulières, notamment à cause du passage du temps. En ce qui concerne la population, on en fait le compte grâce notamment au registre foncier, et en ce qui concerne les flux migratoires, c'est important de noter que ce n'est pas le nombre de cas que l'on trouve à l'intérieur d'une catégorie juridique qui explique la multiplication de ces mêmes catégories juridiques. Donc, je pense que c'est des exemples dans lesquels on peut montrer assez clairement que certaines idées reçues ne sont peut-être pas fondées, et il faut un petit peu repenser cela. Et donc ce que j'essaie de faire, c'est de défendre l'idée que l'ontologie sociale, qui est une branche de la métaphysique analytique contemporaine, est utile pour les études de la migration, et cela surtout parce que ça nous permet en fait de réfléchir de façon critique à son appareil conceptuel, chose qui est un petit peu nécessaire aujourd'hui parce que nous sommes arrivés à un point dans lequel même les personnes qui travaillent depuis de nombreuses décennies dans ce secteur soulignent le fait qu'effectivement nous avons une certaine tendance dans les sciences sociales, de reprendre des concepts qui sont de l'ordre du discours médiatique et politique, alors que nous avions besoin de concepts scientifiquement bien fondés. Je pense que la philosophie puisse être utile pour faire cela. Donc je pense que le projet pourrait servir en 4 choses. Premièrement, les études sur le phénomène migratoire, je pourrais y contribuer en discutant donc l'appareil conceptuel qui en fait la base et dont on a actuellement donc recours. Deuxièmement, je pense que cela pourrait permettre aussi de mieux définir l'objet de l'enquête dans le domaine du droit qui s'occupe du droit des étrangers. Alors je pense qu'il n'est pas évident que c'est un droit qui s'occupe qui se focalise essentiellement sur les flux migratoires ou les mouvements transfrontaliers, et il se peut qu'il s'agisse plutôt d'autre chose, et certains critiques ont même souligné qu'il y a des effets immobilisants de ce même droit, qu'il s'agirait de mettre l'accent sur ces effets-là. Troisièmement, pour discuter de façon innovante, en tout cas c'est ce que j'espère, des questions qui sont centrales dans le droit constitutionnel, dans la théorie politique et dans la théorie démocratique notamment.
Il s'agirait de repenser un petit peu la détermination du démos, ce qu'on appelle souvent the boundary problem, non? De déterminer donc quelles sont les relations sociales, politiques qu'entretiennent les membres d'une collectivité pour que cette collectivité puisse être définie comme une démocratie. Quels sont les devoirs que nous imposons à ceux avec lesquels nous vivons, les droits auxquels ils ont accès, et comment cet ensemble de droits et de devoirs forme le tissu social dans une démocratie. Voilà. Et enfin, quatrièmement, je pense que cette théorie pourrait être importante un petit peu pour changer la conversation, et nous en avons besoin, notamment en philosophie de la migration, en théorie politique, mais plus largement dans la façon dont nous parlons des migrants et de la migration. Pendant ton séjour à l'Institut d'études avancées, tu as présenté des textes, donné des conférences, notamment sur le thème de la magie du droit. Qu'est-ce que le droit a de magique? Alors, le réalisme juridique, qui est une famille de courants de pensée juridique plutôt vaste, dont je me suis intéressée principalement à la version, disons, scandinave, réfléchit sur cette capacité transformatrice du droit, et notamment dans le réalisme juridique scandinave, on retrouve cette analogie entre le droit et la magie, et j'explore cette analogie afin de pouvoir souligner justement comment le droit est constitué de faits institutionnels. Alors, un fait institutionnel, c'est un fait dans lequel une fonction est attribuée à quelque chose qui n'a pas cette fonction en vertu de ses propriétés empiriques. Et on pourrait l'expliquer en imaginant, par exemple, que nous inventions une règle dans un jeu de société selon laquelle une chose déterminée puisse compter comme un point dans un jeu de société. Alors, ce n'est pas la configuration empirique de ce point qui le rend un point dans ce jeu de société, c'est la règle constitutive qui en fait un point dans ce jeu de société. Et cette façon dont on peut expliquer la naissance, disons, d'un fait institutionnel est important parce que ça nous aide à comprendre le fonctionnement de nombreuses normes juridiques, notamment celles qui attribuent des statuts juridiques. Alors, un petit peu, on pourrait dire que, comme dans la magie, le droit est appréhendé comme ayant une signification qui va bien au-delà de la signification simplement pratique d'un comportement. Donc on peut penser par exemple aux choses incroyables auxquelles on peut accéder simplement par une levée de main dans certains contextes. Et dans ce sens-là, il y a un côté un petit peu magique. Comme dans la magie, d'ailleurs, le droit institue, constitue, crée certaines choses avec lesquelles on opère dans le monde. Et il faut comprendre ainsi que, comme dans la magie, les mots sont très importants. Et je pense que le droit, c'est important de le souligner, est exprimé dans un langage qui est semi-formalisé, donc par des formules, on pourrait dire, un petit peu comme celles qui sont utilisées par des castes de thaumaturges, le droit à ses ministres, qui s'expriment par des formules qui ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on utilise dans le langage ordinaire, et explorer cette diversification entre langage ordinaire et langage juridique peut être intéressant, parce que justement ce langage juridique est formalisé en partie, mais seulement en partie. Et on pourrait dire qu'il est, dans ce sens-là, c'est un langage administré il ne faut pas oublier que ce jargon juridique se sépare ou se distingue du langage ordinaire seulement sur certains points. Et c'est justement cela qui nous donne la fausse impression que de comprendre immédiatement ce qui est dit dans ce langage. Alors, je pense que c'est justement à travers ce langage du droit que la magie opère, parce que le langage du droit a un objectif très différent par rapport au langage ordinaire, c'est celui de maintenir séparé un univers de discours. C'est pas simplement de communiquer.
Et donc, il faut aussi souligner que je ne pense pas que le droit, dans ce sens-là, soit de la vraie magie, mais c'est évidemment une forme d'illusionnisme, et ce dont il s'agit, c'est bien de comprendre le truc. Alors, quand on comprend que les statuts juridiques sont des faits institutionnels, je pense qu'on est beaucoup mieux placé pour comprendre comment des choses qu'on appelle dans le langage ordinaire des faits empiriques auxquels on pense connaître le caractère, la nature, etc., dont on pense avoir un accès épistémique, ce sont des choses qui, dans le droit, par contre, signifient des choses différentes. Alors, un exemple, c'est par exemple la présence sur le territoire d'un État. Ceci est un fait empirique, mais il faut bien distinguer ce fait empirique des cousins normatifs, disons, qu'on trouve dans le droit, comme la notion d'entrée, de domicile, de résidence, de séjour, etc. Parce que c'est là des termes qui, une fois employés dans le droit, n'indiquent plus des faits empiriques, mais des faits institutionnels. Alors, pour te donner un exemple un peu concret, dans le pacte de migration et asile qui vient d'être voté au Parlement européen, une des principales nouveautés qui viendra avec ce pacte, ce sera l'extension à tout le territoire de l'Union européenne d'une particulière fiction juridique, qui est la fictionnalisation de la non-entrée, ce qui voudra dire que les demandeurs et les demandeuses d'asile ne seront pas considérés comme se trouvant sur le territoire de l'Union européenne, même si empiriquement, ils se trouveront à Berlin, à Paris, à Helsinki et ainsi de suite. Et donc, la procédure d'asile à la frontière pourra s'appliquer à eux, ce qui permet d'appliquer de moindres garanties de protection à ces individus, avec des risques donc de violation des droits fondamentaux, avec des risques de surpopulation des centres de détention qui vont devoir être construits, avec des risques de refoulement à la frontière, où cette frontière n'est pas où on le pensait traditionnellement. Donc, je pense que c'est un bon exemple de divarification en fait, entre le fait empirique et le fait institutionnel. Et je pense qu'il est bon de comprendre que ces faits institutionnels sont donc déterminés par des règles constitutives que l'on trouve dans le droit. Et c'est ces règles constitutives qu'il s'agit de mettre en lumière, parce qu'elles sont souvent implicites, pas toujours très bien connues. Il est nécessaire de faire un travail approfondi d'interprétation pour les mettre en lumière. Il s'agit aussi, justement parce que c'est des règles constitutives, il s'agit d'une dimension conventionnelle. Et justement parce que c'est une dimension conventionnelle, on peut y faire quelque chose. Et c'est cette dimension de capacité transformative qui m'intéresse. Et je pense donc en fait, qu'approfondir l'analogie entre droit et magie est important, mais c'est aussi important de ne pas oublier que les termes des ministres du droit ne sont pas les mêmes que les termes que nous utilisons dans le langage ordinaire, et de ne pas voir cette distinction, c'est pour un juriste un péché mortel. La théorie de la migration, qui est au centre de ton projet au sein de l'Institut d'études avancées, est originale par rapport aux théories qui sont proposées, en ce que tu t'appuies sur des faits institutionnels. Peux-tu préciser justement l'originalité de cette théorie et l'usage que tu fais du concept de fait institutionnel? Donc, j'ai déjà dit quelque chose sur les faits institutionnels et comment ils influencent donc notre utilisation des statuts juridiques en droit et pourquoi est-ce que c'est important de le comprendre. Mais j'aimerais souligner aussi que je ne suis pas du tout convaincue des approches qu'on utilise de façon plus récurrente dans les études sur la migration qu'on trouve dans les sciences sociales et notamment en économie et en sociologie. Et mon motif de préoccupation est lié directement à cette approche d'ontologie sociale que je fais. Alors, on suppose généralement qu'une personne qui migre est une personne qui a traversé des frontières. Et je ne suis pas certaine que ça soit une caractérisation qui soit tout à fait correcte. La migration internationale n'est peut-être pas question essentiellement de passage de frontières, mais il faudrait plutôt expliquer cela par rapport
à l'infrastructure qui permet la mobilité, et je pense que le droit fournit en fait cette infrastructure qui permet ou qui empêche cette mobilité. Donc ce qui m'intéresse, c'est un petit peu le cadre sous-jacent de nos discussions autour de la migration, de nos règles à ce sujet, c'est-à-dire j'aimerais qu'on prenne au sérieux l'idée que ce soit le droit qui attribue les statuts juridiques que l'on trouve dans le code du droit des étrangers. Et je vois dans la façon dont on discute souvent des migrations en sciences sociales une incohérence des fonds qui dépend du fait que, d'une part, les personnes en mouvement ne sont pas tous des migrants, et d'autre part, il ne faut pas nécessairement se déplacer pour être un migrant. Non? Donc, je pense qu'il faudrait focaliser l'attention sur comment est-ce que le droit permet ou empêche la mobilité, et dans ce sens-là, comment est-ce que le droit fournit une infrastructure à la mobilité. Alors, pour le comprendre, j'ai suggéré de distinguer migration et mobilité. La mobilité est le fait que les corps se déplacent dans l'espace, c'est un fait empirique qui est étudié avec des méthodologies empiriques. Mais la migration, il faudrait plutôt le penser comme un ensemble de statuts juridiques qui règlent la position de ceux qui ne sont pas citoyens à l'intérieur d'une juridiction. Et alors, c'est les règles constitutives qui engendrent ce genre de statut juridique que l'on trouve notamment dans le droit des étrangers qui m'intéressent. Et souvent, c'est des règles constitutives qui sont un petit peu surprenantes, ou en tout cas implicites, ce n'est pas toujours donné, donc il faut de l'interprétation pour le faire émerger. Alors, pour le comprendre, on pourrait dire que, par exemple, être titulaire d'un statut comme le statut de salarié détaché, c'est intercorporate transferee, c'est quelque chose qui positionne la personne par rapport à ses rapports avec les autres personnes à l'intérieur de la juridiction territoriale. C'est quelque chose qui structure ses rapports sociaux, ses rapports économiques par rapport aux autres personnes qui se trouvent à l'intérieur de ce même contexte. Et ainsi, on pourrait dire qu'il y a un grand nombre de ce genre de statuts juridiques que j'appelle aussi des statuts civiques mineurs, qui positionnent les personnes vis-à-vis des citoyens et qui donc permet d'indiquer ce qu'on peut leur faire ou ce qu'on ne peut pas leur faire étant donné certaines conditions. Alors, c'est important, je pense, de noter que l'emplacement physique d'une personne peut compter pour transformer une personne en migrant, mais ce n'est pas nécessaire. Et du moment où ce n'est pas nécessaire, simplement expliquer la migration en termes de mouvement à travers les frontières est simplement insuffisant pour expliquer ce phénomène. Alors, des autres façons dans lesquelles on peut avoir un changement de statut, c'est notamment à travers le changement d'un statut personnel, donc mariage, divorce, la naissance d'un enfant, une adoption, etc., mais également des changements au niveau du droit. Donc, on introduit une nouvelle loi, par exemple, qui introduit la déchéance de la nationalité ou des choses pareilles. On peut également imaginer des changements de la validité territoriale d'une juridiction. C'est ce qui s'est passé avec Brexit. Mais une autre façon très commune, c'est simplement le passage du temps. À l'âge de 18 ans, après 5 ans, après des dates limites, ainsi de suite. Le temps structure ce rapport qu'ont les personnes entre elles à l'intérieur de la juridiction territoriale. Et c'est très important de comprendre de quelle façon nous traitons les citoyens in spe, les citoyens à venir, et quel effet ça a sur nos rapports de citoyenneté entre nous. Cette année passée à l'Institut, que t'aura-t-elle apporté? Quel bilan peux-tu en tirer en termes de rencontres, d'apports scientifiques, de contributions en tout genre? Pour l'essentiel, ma réflexion actuelle qui a été influencée par mon séjour ici à l'Institut des études avancées de Paris, c'est que les études sur la migration, ce n'est pas surtout et essentiellement l'étude d'autrui, mais c'est l'étude des rapports hiérarchisés qui entrecourent entre les citoyens et ceux qui ne le sont pas, et qui donc ont des statuts civiques mineurs tels que je les appelle. Mais c'est aussi important de souligner que là, il y a un travail à faire en sciences du droit,
en sciences juridiques, en ce qui concerne notamment de trouver une terminologie qui soit adéquate pour expliquer en quoi consistent ces statuts civiques mineurs. Une autre chose qui a été très importante pour moi cette année, dans lequel je sens qu'il y a eu un grand progrès, c'est que le problème que je me pose n'est pas essentiellement un problème de caractère juridique ou de caractère d'études interdisciplinaires, mais c'est une question philosophique de fond. Parce qu'il s'agit de répondre à la question: sommes-nous libres de choisir à notre gré la constitution des faits institutionnels qui composent le droit? Et dans un certain sens, il est évident qu'il y a un caractère conventionnel, et en tant qu'il y a un caractère conventionnel, il y a une marge de liberté. Mais est-ce que cette marge de liberté est infinie? Et quelles seraient éventuellement les contraintes? Est-ce qu'il y a des contraintes d'ordre conceptuel? Est-ce qu'il y a des contraintes d'ordre de rationalité ou de cohérence intérieure du système juridique qui pourraient être utilisées comme des ressources à mobiliser? Voilà les questions que je me pose actuellement. Et je pense que de ce point de vue-là, j'ai été amenée à explorer l'ontologie sociale dans des directions qui m'étaient auparavant inconnues. Et j'ai pu faire ça aussi en dialogue avec mes collègues ici en France, dans des secteurs qui ne sont pas immédiatement les miens, donc pas nécessairement en philosophie, mais également en sociologie, parmi les politologues, les historiens du droit, les sociologues du droit, et ainsi de suite. Et cela, ça a été très, très enrichissant pour que je puisse développer cette pensée. Et le but, c'est en fait d'articuler une voix qui soit ma propre voix et qui soit une voix originale et qui, de ce point de vue-là, ne batte pas simplement les sentiers déjà battus.